Salut, mon nom est Mathieu, vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Patrick Bourbonnais. Hey, bienvenue à La Convo, votre podcast qui vous présente des conversations avec des personnalités publiques, des créateurs, des leaders et des gens qui œuvrent dans l'ombre. Mes invités partagent leurs passions, leurs projets et des anecdotes qui ont marqué leur vie. Cette semaine, on aborde l'importance de suivre ses rêves, de faire des sacrifices, d'assumer ses décisions et de prendre des risques. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTIN.US. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Podbean, YouTube et Facebook. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site web laconvo.buzzfortin.com. Vous allez y retrouver tous les liens pour vous abonner et écouter les épisodes. Patrick Bourbonnais est impliqué dans le domaine des arts et la culture depuis plus de 25 ans. Impro, humour, direction artistique, implication communautaire, il est une inspiration pour sa communauté. Il vient tout juste de fonder BP5 Productions, une agence d'artistes et de programmation artistique de grande envergure. Voici La Convo avec Patrick Bourbonnais. Patrick Bourbonnais, merci d'être à La Convo. Merci de l'invitation. On est encore dans le parc ici, dans génial. la basse ville d'Ottawa. Fait beau. Fait beau, on est chanceux, pas trop chaud aujourd'hui, on a une petite brise où on est en ce moment. Oui. On est bien. Oui. Je suis vraiment content, je te l'ai dit avant de commencer à enregistrer, de te rencontrer. Je te trouve vraiment intéressant. Puis si je peux commencer une petite anecdote, la première fois que je t'ai rencontré, avant qu'on explique aux gens un peu ce que tu fais dans ta sphère. J'étais étudiant, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais étudiant à la cité collégiale. Oui. Moi, je voulais faire de l'humour. Oui. Puis, une Ginette Gratton m'avait dit « Attends, je vais te connecter avec quelqu'un. » Je savais pas où je voulais aller, tout ça. T'es venu me rencontrer, on se connaissait pas, t'es venu me rencontrer sur le campus, t'es venu me parler. Après ça, j'ai réalisé que j'étais pas prêt. et puis, parce que j'avais déjà fait d'autres choses avant, puis tout ça. Puis j'ai fait « Ah, OK. » Ben, puis ça m'a vraiment, vraiment éclairé. Puis ça m'a réaligné sur d'autres choses. Donc, encore une fois, comme aujourd'hui, tu t'es déplacé pour venir me rencontrer, j'apprécie beaucoup ton engagement envers ça. Ah ben écoute, ça fait plaisir vraiment. Puis merci de l'invitation. J'aime beaucoup le concept. Je pense que ça permet d'avoir des belles discussions. Puis oui, je me souviens très bien la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis ce que j'admirais chez toi, c'est la volonté de foncer. Donc, j'ai appris à la dure que parfois les réussites, c'est juste à continuer à travailler, à bûcher. Puis, on n'a peut-être pas le plus grand talent, mais si on a l'éthique de travail, on réussit la majorité du temps. Oui, c'est ça. Moi, je me considère pas quelqu'un de talentueux dans plein de choses, mais j'essaye plein de choses. Puis il y en a, tu sais, fait que c'est ça. Puis il y a des... Quand je sens que je vais plus vers une sphère, ben, je vais vers là. Oui, ben on est pas mal pareil. Bien, Patrick, je ne veux pas faire ton CV parce que tu as fait plusieurs choses, mais comment tu te décrirais comme dans la vie de ce que tu fais au quotidien? Oui, bien... J'adore explorer les opportunités. J'adore faire connecter les gens l'un à l'autre. J'aime beaucoup partir d'une idée parfois folle, et puis de voir si c'est possible de la concrétiser. Donc, je pense que ça m'amène à avoir des journées de travail qu'il n'y a pas une journée pareille. Les journées, ça ressemble aucunement, mais j'ai le luxe de juste pousser à fond ce que j'ai le goût de faire, ce que les gens me proposent. Puis, parce que récemment, tu as fait un grand move dans ta vie. Tu as quitté un emploi stable, quand même confortable, pour t'en aller vers... puis là, on arrivera vers là tantôt. Mais pour arriver vers un emploi à travailleur autonome. C'est ça. On va parler de tes projets que tu travailles spécifiquement là-dessus. Mais c'est quand même un gros move de quitter, après plusieurs années, d'être à l'emploi de quelqu'un, d'une entreprise, d'un organisme. Quitter. Pourquoi tu as fait ça? Bien, la première raison, c'était de retrouver un
un équilibre famille-travail. Donc, moi, j'ai 3 enfants. J'ai un enfant à grands besoins aussi. Donc, ma conjointe travaille à temps plein. Donc, c'était beaucoup de stress sur les enfants. Donc, les 2 à temps plein, là, ça devenait plus difficile à gérer au niveau familial. Puis dernièrement, tu avais un emploi qui était plus politique, si je peux dire. Effectivement, Ouais. politique, mais aussi toujours dans les relations communautaires, Ouais. les partenaires, de faire rencontrer un partenaire pour un autre pour créer de quoi de solide. Ouais. Puis, en fait, maintenant, en tant que travailleur autonome, c'est exactement la même chose. Donc, mon but, c'est d'aller là, tisser les liens entre chacun. Mais selon tes termes à toi. Oui. Ce qui veut dire Oui. que tu peux décider que toi, ton entreprise va là pour cette semaine, puis contrairement quand tu es en emploi avec quelqu'un d'autre, ben faut que tu remplisses les objectifs. On ne se rend pas compte, hein, mais les gens qui travaillent en communication ou en développement de partenariat, il y a beaucoup de soirées, beaucoup de fins de semaine. Oui. Ça n'arrête pas. Effectivement. Ouais. Puis, mais d'un autre côté, on vit pour ça aussi. Ouais. Je pense que lorsqu'on croit dans la philosophie d'une entreprise ou d'un organisme ou d'un projet, on veut le vendre, on veut le défendre. Ouais. J'aime bien le terme, on met notre casque de guerrier puis on part, puis on essaie de faire évoluer cette chose-là. Donc, il y en a à plus grande échelle, il y en a à plus petite échelle. Là, en ce moment, j'en ai à plus petite échelle, mais qui sont aussi passionnants que travailler pour une corporation ou une méga entreprise. Donc, fait que c'est pas mal ça. Tu as travaillé longtemps comme directeur artistique pour le MIFO, mais je vais explorer une partie de ta vie qui m'intrigue beaucoup, et pour des intérêts personnels aussi, parce que tu es quand même tu fais partie d'une légende. Moi, je vais le dire comme ça. Tu fais partie d'une légende pour plusieurs jeunes comme moi qui aiment l'impro, qui aiment l'humour, qui aiment la scène, tout ça. Quand tu étais au secondaire, tu faisais beaucoup d'impro. Oui. Je l'ai entendu avec des Steph Paquette qu'on a rencontré qui parle que souviens-toi à l'impro. Il y a plusieurs gens, je pense, qui étaient très forts en impro. Mais tu as créé un groupe d'humour à un moment donné. Oui. Puis ce groupe d'humour-là a comme laissé un X sur l'histoire des Franco-Ontariens comme étant un des premiers groupes ou le premier groupe d'humour franco-ontarien à se présenter, mais même à l'extérieur de la province. Oui. Peux-tu me parler un peu de ce groupe d'humour, qui c'était, et puis le côté entrepreneurial de cette expérience-là? Oui, certainement. Donc, oui, au secondaire, on était 11e, 12e année, 4 jeunes, 2 de Samuel Genet, 2 de Garneau. Et puis, on a parti un groupe qui s'appelait les Catalogues. Et puis, encore à ce jour, le nom, on ne l'aimait pas, mais c'est tout ce qu'on avait pu trouver. Mais on a réussi à rouler notre boss. On a fait des tournées, évidemment, partout au Canada, au Québec, puis aussi en Europe. Donc, c'était toute une aventure. À 18 ans, on est déménagé à Montréal. Puis le côté entrepreneurial, ce qui est assez comique, c'est qu'on avait un rêve qu'on voulait poursuivre. Et puis, on voulait tout donner ce qu'on avait. Donc, à 18 ans, on a annoncé à nos parents qu'on s'en allait vivre à Montréal. Fait que juste ça, il y a plein d'anecdotes en soi par rapport à ça. Mais ils nous ont laissé aller à une seule condition, qu'on travaille fort et qu'on n'est pas là. Tes parents étaient derrière toi pour ça? Derrière moi, à 100%. Juste rappeler qui est dans le groupe. On a le plus connu médiatiquement, c'est Patrick Groux. Patrick Groux, Jean Fournier, Martin Thibodeau. Et aussi, au tout début du groupe, il y avait un nom qui s'appelait Jean-Christian Thibodeau. Oui, qui est maintenant scripteur pour Les Grandes Gueules, entre autres. Pour vrai? Oui, lui qui vient d'Embrun? Son père enseignait en Embrun, lui d'Orléans. Oui, je me souviens quand j'étais plus jeune, je l'ai vu en spectacle. Oui, exactement. Ouais. Donc, et puis là, c'est ça, avec la bénédiction de nos parents, on a déménagé à Montréal. On a, à titre d'exemple, on a vécu 1 an à l'Auberge de jeunesse de Montréal. Puis, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, on a fait une entente avec eux. Le jour, on a repeinturé l'Auberge de jeunesse au complet. On faisait partie de l'équipe d'animation des touristes. On pouvait demeurer là gratuitement. Puis nous, ça nous permettait de foncer vers notre rêve. C'est cool, ça. Si tu y crois vraiment, tu es prêt à payer le prix pour ça. Puis, du moment que tu es à l'intérieur de tes valeurs et ta philosophie, je te donne un autre exemple. Le groupe d'humour, il y a quelqu'un à un moment donné qui nous avait proposé
d'être un boys band, faire un remix de la chanson Annie Cooney. OK. OK? Une affaire impossible. Ouais. Puis on s'entend qu'on aurait pu faire une passe d'argent solide avec ça, mais notre réponse à ça a été, ben attends, on fait de l'humour, tu sais, on fait pas une comptine pour enfants, en remix. Fait que c'est le genre de projet que tu dis, bon, on est resté focusé par rapport à ça, mais ça nous a amené plein de belles aventures. La tournée en Europe, ça a été magique. Aussi, on était porte-parole pour un programme qui s'appelait Jeunes pour rire, qui était juste pour rire, mais dans les écoles secondaires C'est comme au vous Québec. qui avez parti ce programme-là? En fait, non, on nous avait demandé d'être les porte-parole de ça. Okay. Puis on avait réussi à faire une quarantaine de spectacles dans les polyvalentes au Québec. Ouais. Puis à l'époque, c'était financé par Hydro-Québec. C'est pas le concours que Julien Tremblay a gagné, par exemple? Exactement. Est-ce que vous étiez porte-parole à ce moment-là? Oui, non, c'était 1 an ou 2 ans après. Okay. Mais nous, on était dans cette compétition-là avec Julien. Ah oui? Ah oui, okay. Absolument. Puis d'ailleurs, c'est ce qui nous avait amené la première fois en France. À Bordeaux, on avait été faire une série de spectacles là. Puis Julien était là sous l'œil attentif d'un Martin Petit à l'époque. Ah, pour vrai? Donc, c'est incroyable. C'est ça. Puis ça nous a permis, la tournée Jeunes pour rire après, nous a permis aussi de travailler en mise en scène avec Réal Bossé, donc, entre autres. Là, donc, ça nous a permis de faire plein de belles rencontres. Je fais une petite parenthèse. Si on prend Patrick Roux, par exemple, qui vient de lancer le Grand Montréal Comedy Fest, et son partenaire, c'est voilà, Martin Petit. C'est comme l'histoire se rattrape. Là. Exactement. Donc, ça on parlait de tisser des liens tantôt. Alors, ça a été une belle aventure. Puis, ces gars-là, c'était des frères d'armes, Donc, j'ai été chanceux du même coup d'être à Montréal avec 3 autres gars, focusés à leurs affaires, puis versus, s'en aller dans Granville. Oui, tout ça, à chercher. Mais le groupe s'est dissous à un moment donné. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis dans la gang, toi, tu es reparti vers l'Est, à Ottawa, puis tu as continué un peu dans le domaine artistique, mais dans une autre branche. Qu'est-ce qui est arrivé au moment où le groupe s'est dissous? Bien, ça a été une combinaison de 2 choses, je dirais. C'est que ce qui te fait rire à l'âge de 22, 23 ans, c'est pas la même chose que ce qui te faisait rire à l'âge de 16 ans. T'sais. Donc, le groupe avait évolué au niveau de ce qu'on trouvait drôle aussi. Puis, le groupe, c'était une 12 d'années. Vous avez quand même duré ce temps-là? Ah oui, absolument. Wow. Donc, jusqu'à 28 ans environ? C'est ça, là, je ne suis pas très bon dans mes dates, là, mais je te dirais que une des raisons, là, on a comme... c'était ce qui nous faisait rire avait changé aussi. Donc, travailler toujours à 4, surtout, tout le temps, puis aller chercher le vote démocratique à 4 aussi, quand c'est 2 contre 2, ça va. C'est des longues discussions pour une joke, genre. Et aussi, après 10-12 ans d'avoir tout fait nous-mêmes, il y avait cet épuisement-là aussi. Donc, on bûchait, puis à un moment donné, ça débloquait moins, on plafonnait. Puis là, on a eu une opportunité, un moment donné, on savait que le groupe se dissociait. On a eu l'opportunité de vendre nos textes à un groupe qui était très en demande à l'époque. Puis là, on a fait « OK, bon, ben c'est le temps », puis on a parti nos projets solo. Je ne savais pas qu'un groupe comme ça pouvait vendre des textes. Oui, parce que ce groupe-là avait décroché leur premier contrat télé, puis ils cherchaient du contenu. Là. Ils ne pouvaient plus fournir à la demande. Donc, lorsqu'on leur a proposé de vendre nos textes, ça a fait pour eux plein de nouveaux contenus qu'ils ont remis au niveau télé, ce qui est excellent. À un moment donné, je me dis, il y a eu un leg à tout ce travail-là. Puis après ça, moi, j'ai décidé de revenir dans le coin parce que je m'étais dit, si l'humour ne fonctionne pas, je retourne aux études. Parce que moi, j'avais lâché le secondaire, puis là, j'étais parti de plein... C'est un peu une spirale. Quand on prend ce risque-là de ne pas terminer des études ou de ne pas d'aller au collège, faire des postsecondaires, à un moment donné, on fait un retour, puis là, on réalise que
ça manque dans la vie des gens qui travaillent tous les jours à un emploi. On n'a pas le choix d'avoir un papier quelque part. C'est ça. Puis c'était clair en partant, quand j'embarquais dans le projet des catalogues, qu'on se donnait à fond. On donnait 110 % de tout ce qu'on avait pour que ça réussisse. Puis sinon, on tombait dans le plan B, plan C. C'était correct comme ça. Le train passait, on a sauté dedans, on a vécu une belle aventure. Puis, fait que là, c'est ça, je suis revenu dans la région. Puis là, ça m'a permis, là, en fait, ce qui est assez génial, c'est que avant d'aller à Montréal, on était également les premiers artistes en résidence du MIFO Orléans. Ah oui? OK. Donc, grâce à un monsieur qui s'appelait Jacques Briand. Donc, Jacques, il nous avait permis d'avoir une place, un bureau, une scène pour pratiquer notre premier spectacle. Et puis, fait que cet homme-là m'a donné ma première chance dans ma vie. Et puis là, quand il est venu le temps de me trouver, parce qu'en catalogue, il faut l'avouer, quand le groupe s'est dissocié, je perdais pas juste un projet, là, je perdais un rêve. T'sais. Donc là, je devais me trouver un nouveau rêve. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, côté orgueil? Parce que je ne peux pas identifier une situation, mais quand j'ai des projets que je mets beaucoup, c'était pas un projet de 10 ans comme tu l'as fait, puis là, on réalise que ça s'arrête là. Cette version-là de notre rêve, parce que je pense que les rêves, ça s'évolue, puis des fois, ça se modifie en d'autres formes. On réussit à accomplir des fois des petits besoins à travers d'autres projets. Mais comment tu as vécu ça personnellement? Est-ce qu'il y avait un côté orgueil un peu, côté perception des gens? Est-ce que ou tu étais très confortable avec le processus? Oui, bien en fait, il y a eu quand même un gros deuil, mais ça n'avait aucun rapport avec un orgueil ou, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Parce qu'on avait vraiment tout donné ce qu'on avait là-dedans, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui nous avait dit, en fait, notre gérant à l'époque avait dit mieux vaut se dire dans 10 ans que tu as essayé que tu sais, puis ça avait marqué quand même mon imaginaire par rapport à ça. Puis je me disais, non, on a tout donné, on a vraiment tout essayé, tu sais. Puis c'est correct comme ça. Et là, j'ai vécu un deuil, mais... Tu l'as dit. Ensuite, il y a d'autres projets. Le rêve reprend une nouvelle forme. Bien, quand j'ai commencé à travailler au MIFO, et ce que je dois dire, c'est Jacques Briand qui m'a offert le poste de coordonnateur à l'artistique. Donc, il m'a donné ma deuxième chance. Tu sais, donc, il m'a remis sur ce chemin-là. Et puis là, la nouvelle forme de rêve a repris à ce niveau-là. Donc, je pouvais encore contribuer, je pouvais encore être créatif, développer, triper, tu sais... Est-ce que tu faisais la direction artistique dès le début au MIFO? En fait, non, je faisais la coordination artistique. C'est assez comique parce que quand je suis arrivé en poste, c'était une subvention. Fait que c'était même pas assuré que j'aille la job pour, tu sais. Mais Jacques me fait confiance. Et puis, il me dit, c'était assez incroyable, il me dit, bon, bienvenue en poste. Dans 1 mois, tu fais ton lancement de saison. Oh, wow! Puis il n'y a pas un show de bouquet. Oh, non! Mais j'ai pas de livre d'instruction, tu sais, mais ma porte est toujours ouverte, tu sais. Bon. Fait que, c'est utile, mais... Mais ça a été génial. Du même coup, il a fait fonce, puis ce qui m'a permis tout de suite de tomber en mode d'innover, de pousser, de prendre des risques. La page blanche était là. Exactement. Juste mettre les gens en contexte, le MIFO, c'est dans l'Est ontarien, à Orléans, le mouvement d'implication francophone d'Orléans. Et puis, c'est un service à la communauté à plusieurs niveaux, service de garde, artistique, mais il y a aussi une programmation très, très forte artistique, musique, chansons, théâtre et humour, qui est très fort à Orléans. Donc, juste pour que les gens comprennent un peu le but. Là, Et c'est sûr que ça a évolué. J'étais là 15 ans. Au début, j'étais seul avec, je pense qu'il y avait 4, parce qu'il y a aussi une école de musique, une galerie d'art, il y avait la Ligue d'improvisation. Tu as toujours été entrepreneur un peu dans tes projets. Quand on parle du groupe Les Catalogues, tu sais, si tu ne veux pas les sacrifices, la philosophie entrepreneuriale est toujours là. Pour faire la direction, pour ce que tu as fait dans les 15 dernières années ou pendant 15 ans au MIFO, ça prenait une philosophie d'entrepreneurial. Après ça, tu as fait d'autres projets au niveau de développement communautaire pour d'autres organismes. Puis aujourd'hui, comme on a dit en entrée, tu es travailleur autonome.
pourquoi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'allume? Ben, je sais, connecter les gens, puis tout ça, blablabla, on en a parlé. Oui. Mais il y a quand même quelque chose, j'imagine, au-delà de ça, qui te complète toi-même, de prendre des projets, puis de les monter, puis de les livrer, puis de les fermer, puis d'en recommencer un autre. C'est en plein C'est ça. ça. Ah! Excellente question. Ah oui, Mathieu. c'est ça, mais, c'est ça. mais c'est ça. Ouais. Je prends le risque, oui, mais en même temps, j'ai le luxe Ouais. de pouvoir prendre le risque. T'sais. Puis j'ai une conjointe qui m'appuie ouais. là-dedans. T'sais. On en a besoin, les conjoints. Ben, c'est Ouais, certain. Puis en fait, ça fait quelques mois que ça mijote et tout. Puis à un moment donné, c'est ma conjointe qui me le dit. OK, tu lâches telle date. Donc, Ouais. t'es sérieuse, tu sais? Je dis OK, mais c'est parfait parce que là, ça te donne un délai. Ouais. Puis ça me donne une date. Puis c'est pas nécessairement parce que tu n'es pas malheureux dans un C'est contexte, clair. mais tu pourrais être plus heureux dans un autre. Exactement. Ouais. Puis ma transition, j'ai eu mon emploi au conseil scolaire catholique pendant 1 an et quelques mois, 1 an et demi. J'avais besoin de ce poste-là, de ce job-là. Pour faire la transition entre le MIFO et ça. Mon emploi au conseil, ce que ça m'a amené aussi, c'est une structure. C'est de travailler à l'intérieur des cadres plus rigides, mais nécessaires, dans un organisme avec des fonds publics. Il y a du sérieux là-dedans. Là, on dépense de l'argent des payeurs de taxes. Fait qu'il y a bien plus de comptes à rendre. Surtout dans le domaine de l'éducation, qui est très surveillé à la loupe. Oui, absolument. L'éducation puis à la santé, c'est clair. Puis là, j'ai vécu une autre aventure complètement différente, c'est-à-dire que tous les efforts qu'on faisait venaient contribuer directement à la vie scolaire des jeunes. Ouais. Puis moi, mes enfants sont à l'école. Fait que ça a été, OK, comment je peux stimuler le système, je peux appuyer le système, les professeurs qui se démènent. Comment est-ce qu'on peut venir les appuyer pour leur offrir une vie scolaire, encore une fois, les conditions optimales. Oui, c'est ça. Puis l'expérience, puis le wow factor de ça. C'est que quand tu retournes à la maison le soir, tu vois le résultat de ton travail. C'est en plein ça. Ouais. C'est en plein ça. Donc, fait que ça a été une période excessivement nécessaire pour moi de faire ça. Mais je reviens à l'équilibre famille-travail. Je l'avais perdu. Puis c'est correct, dans le sens que le poste que j'avais était exigeant. J'avais une équipe de pros, là. C'était une machine. C'était le fun à gérer ça. Mais j'avais le luxe d'avoir les contacts, le réseau, les opportunités, des chums qui cherchent des appuis dans tel projet. OK, bon, ben j'ai 1 et 1 fait gagnant, gagnant, gagnant. Quel genre de projet tu fais en ce moment? Tu es à ton compte, mais c'est pas clair pour moi qu'est-ce que tu fais. J'imagine qu'il y a de l'artistique là-dedans, il y a sûrement un peu de politique, il y a sûrement un peu de tout, je ne sais pas trop. Parle-moi la plug officielle. Merci. Patrick Bourbonnais, est-ce que tu as un nom d'entreprise? C'est quoi ton projet? C'est quoi tes services? Oui, donc mon entreprise s'appelle les Productions PB5. Et puis, le 5 qui représente les 5 valeurs fondamentales de mon entreprise. On est 5 dans ma famille. Fait que, c'est ça. Puis en fait, la raison que je saute dans cette aventure-là, c'est pour la famille aussi. Donc, c'est un peu l'idée derrière ça. Au niveau de ce que je veux développer, c'est définitivement dans l'industrie culturelle. J'amène 25-30 ans d'expertise au niveau de, justement, la programmation. Je suis appuyé au niveau de la programmation artistique, booking d'artistes, gestion d'événements, mais aussi appuyer les organismes culturels au niveau de leur planification stratégique. Donc, il y a beaucoup d'organismes à travers le Canada qui ont de belles idées. Maintenant, on revenait aux questions budgétaires de tantôt. Comment est-ce qu'on peut combiner le tout? Tu sais, la vision avec la démarche pour s'y rendre à ce moment-là. Puis, de s'en aller dans une direction concrète. Donc, j'amène ça. Je me lie aussi avec beaucoup de partenaires, tant au niveau stratégique que développement de l'auditoire, mais aussi, ce que j'ai remarqué au fil des ans, c'est que, et ça part de l'Ontario français, on a des artistes, on a des diffuseurs, des acheteurs de spectacles, on a la foule, mais on a peu de médias
on n'a pas d'agent, on n'a pas de gérant. Et on n'a plus de technicien de scène. Donc, il y a des éléments qui manquent, des morceaux de casse-tête importants. Et j'aimerais ça pouvoir aller solidifier les rouages à l'intérieur de ça. Donc, c'est pas mal ça, là. Est-ce que tu fais aussi des choses qui sont à l'extérieur du réseau franco-ontarien ou du réseau artistique? Oui, absolument. J'ai de bons copains dans le coin de Montréal, mais aussi dans l'Ouest canadien. Et puis, quelques-uns au niveau des maritimes. On est en pourparlers présentement, mais c'est de voir toujours d'avoir des discussions franches. Est-ce que ça va être gagnant-gagnant? Ouais, est-ce que je suis vraiment un atout à distance? Ouais. Est-ce que moi, je peux aider quelqu'un à Moncton ou à Gravelbourg, d'Ottawa? Oui ou non. Donc, voir comment je peux accompagner les gens à l'intérieur de ça. Là. Mais, encore une fois, cette liberté-là, c'est un peu la raison pourquoi aussi j'ai embarqué dans ce projet-là. Là, tu as siégé sur des conseils d'administration. C'est quoi les avantages de s'impliquer dans le leadership de d'autres organismes, même si ce n'est pas payant financièrement? Oui. Qu'est-ce que tu as cherché? Puis qu'est-ce que les gens, parce qu'il y en a bien qui aimeraient avoir de l'influence, mais pour avoir de l'influence, tu dois être à des endroits où c'est porté à avoir de l'influence. Là. Oui. Quand c'est des projets porteurs, dans le sens que tu sais que ça va avoir un impact plus grand que juste ton implication, c'est toujours plus facile. Ça dépend si tu y crois ou non là-dedans. C'est certain qu'on est élevé dans un milieu où on est là pour la cause aussi. Ouais, puis, ouais. Mais c'est peut-être l'expérience catalogue où on a tout fait en gang. Puis sur un conseil d'administration, tu es en gang. Tu te sens appuyé, tu te sens plus fort, tu te sens... Il y a un collectif là que tu peux nourrir, puis vraiment, tu sens que les choses avancent. Tu peux débattre des idées. Tellement. Puis, j'ai toujours, je pense que j'ai toujours été dans l'innovation. Mais un conseil d'administration, c'est de voir cette innovation-là. C'est de dire, OK, avec les moyens qu'on a, où peut-on aller? T'sais? Puis, j'ai quand même toujours été un gars d'idées, puis au fil des ans, je me suis amélioré de prendre une idée puis la réaliser. Puis je pense que c'est là que les gens ont commencé à m'appeler, de dire, bon, ben tu nous aides à réaliser des choses. Puis c'est sûr que personnellement, il y a de quoi de valorisant là-dedans. Là, tu contribues à quelque chose. Là. Je parle de la relance du Festival Franco. Quand tu parlais de leader tantôt, là, quand Graham Fox, Sébastien Lorquet, Mona Fortier, entre autres, t'appellent pour dire, bon, ben là... qu'est-ce qu'on fait? OK, on se trousse les manches, puis on compte pas les heures, puis il y a quelque chose à sauver. Ça fait partie du comité de relance, ça? Oui, exactement. Ouais. Les monuments de la francophonie, la radio communautaire. Oui, puis je prends aucunement le crédit parce que moi, j'ai été l'avant Unique FM. Ça, c'est un combat, je vais t'avouer. Là. On a passé devant le CRTC la première fois. On avait subi un refus... qu'on trouvait frôlait l'injustice. Oui. Et puis, moi, à cette époque-là, c'était juste par manque de temps. Là, je débutais ma famille aussi, fait que ma capacité d'être efficace par rapport à ça, j'ai laissé ça quand même en de très bonnes mains. Tu parlais des combattants tantôt, là, les Denis Boucher. Denis Boucher, c'est ça, oui. OK, bon. Et puis, Pierre Racicot aussi, entre autres. Là. Mais je pense que le point que je voulais faire avec la radio, c'est l'instigateur. T'as osé, t'as poussé, t'as amené, si je ne me trompe pas, à faire les premiers tests, à concrétiser. Fait que même si t'as pas été là tout le long du processus, si t'avais pas cru au début, puis t'avais pas commencé à y mettre un peu d'énergie, il y a une partie de ce projet-là qui ne serait pas où il est aujourd'hui. C'était de créer l'embryon, tu sais, puis... oui, et je suis tellement heureux que ça s'est reparti en de bonnes mains aussi, tu sais. Mais tu as raison, il fallait rêver. Tu sais, je te parlais tantôt, là, un des vides au niveau culturel, c'est les médias. Tu sais, puis à l'époque, on avait des médias, mais qui couvraient surtout le volet Gatineau, tu sais, puis qui est correct, c'est là qu'est la masse. On a beau essayer, on peut essayer d'éduquer, on peut essayer d'accompagner ces partenaires-là, leur offrir des occasions de diffusion, puis
un moment donné, on s'est dit, bon, ben si ça n'existe pas, il faut le créer. Oui. Souvent, ça a été ça. Quand j'ai siégé à Réseau Ontario, le réseau des présentateurs de spectacles en Ontario, les diffuseurs, il y avait un gros vide au niveau scolaire. Donc, on a créé le réseau Salut, qui est le réseau de spectacles dans les écoles. Bien, aujourd'hui, c'est plus de 650 spectacles dans les écoles, dans les 12 conseils scolaires, 10 plus 2, mais bon, bref, là, c'est la sémantique. Mais il faut le créer. Si ça n'existe pas, comment on s'organise pour bâtir la structure, bâtir les politiques, assurer sa survie, puis ensuite, tout revient, je pense, à s'assumer. Quand tu t'assumes, c'est parce que les fondations sont solides, puis justement, c'est de l'amener d'un niveau de survie à un niveau de croissance. Arrêtons de vivre dans la survie puis pour la cause. Comment est-ce qu'on l'amène à un niveau de croissance? Oui, c'est ça. T'sais, la journée que tu assumes, tu es capable de vivre avec les choix que tu fais. Point à la ligne. Moi, je pense que peut-être un de mes rêves ultimes, c'est, et je trouve qu'on est dans cette mouvance-là un peu, ou du moins c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'arrêter de se justifier en tant que personne et de commencer à s'assumer. Puis, il y a des jalons importants dans notre histoire qui est SOS Montfort, où, on recule, on n'est pas loin de la rue Gig, de l'école Gig, du règlement 17, mais c'est des jalons importants, puis qui font en sorte que, regarde, moi, je suis très bien avec la personne que je suis très bien avec la communauté, avec ma communauté, puis comment est-ce qu'à ce moment-là, on peut contribuer à la qualité de vie au Canada? Oui. Point à la ligne. On vit tout pour ça. Il y a des gens qui ont osé, peut-être même au péril de leur carrière. Je prends Véronique Dicker, qui s'en va sur les zones de très grande écoute et dit « Je suis franco-ontarienne. » Wow! Je m'excuse, mais c'est un risque de carrière, là. Mais elle assume. Catherine Levac aussi, je sais qu'on l'utilise beaucoup parce qu'elle est à la mode, mais elle s'assume. Tu comprends? Donc, à un moment donné, eux, ils vivent très bien avec ce qu'ils disent puis les choix qu'ils font. C'est ça. Alors, même chose pour nous. On parlait de la famille tantôt. Bon, je sens qu'il y a un retour aux sources, il y a un retour au catalogue un petit peu qui se fait. Parle-moi de ton plus vieux. Puis, après que tu m'as décrit, je vais te partager un petit coup de cœur que j'ai vu dernièrement. C'est bon. Bien, Zachary, pré-ado. Un pré-ado, là, vrai. Là. Mais il y a... dernièrement, il y a eu la chance de participer à un concours qui s'appelle le concours LOL, Mort de rire. Puis... au début, c'était juste une excuse pour être sur la scène. Il aime ça avoir l'attention, il aime ça d'être sur une scène. Puis, quand il m'a emmené ça, j'ai dit, bon, ben, je vais t'encourager, mais je ne voulais pas m'immiscer là-dedans. Il devait vivre sa propre expérience. Il a écrit son stand-up de 5-6 minutes. C'est ses idées, ses histoires. Il me lançait les idées. Moi, je formulais des phrases complètes, mais c'était à lui de le dire comme il voulait. Et puis, il a commencé dans ce concours-là, il a évolué, il a gagné une première étape, puis une deuxième étape. Puis là, il fait partie de ce qu'on appelle la troupe LOL, qui va partir en tournée, faire quelques spectacles. Il fait partie des 10 finalistes. Voilà. Puis, ou des 10 finalistes et la troupe LOL, des 6, top 5, top 6. Oui, OK, c'est ça. Et c'est le plus jeune de la gang. Fait que ça, c'est son expérience à lui. Moi, avec le chapeau de papa, je vois toute la capacité de développer sa confiance, son estime de soi, mais aussi un peu comme l'improvisation, avoir plein d'idées, les classer et bien les communiquer. Fait que juste là, c'est une école d'apprentissage. Lui est en train de vivre ça. Je l'encourage. Je refuse de m'immiscer ou de mettre de la pression ou de... je lui rappelle juste trop souvent qu'il faut qu'il se pratique. Mais c'est à lui de vivre ça. Puis, en tant que parent, tu veux juste une affaire pour tes enfants, c'est qu'ils se trouvent une passion, un focus, puis qu'ils foncent là-dedans. Il est là. C'est ça, quand j'ai vu la finale. C'était excellent. C'était super bon. Puis je sais que je t'avais passé le commentaire. Je dis, à un moment donné, j'ai vu du Patrick Bourbonnais dans ce qu'il faisait. Ben, peut-être pas parce que tu lui as
montrer comment faire, mais il y a un leg génétique très, très, très évident dans un delivery, dans une présence. Je t'ai pas connu quand tu étais plus jeune, mais quand il était sur scène, je me disais, c'était ça un Patrick Bourbonnais plus jeune, le vibe qu'il avait, donc c'était très cool. Et mon coup de cœur, c'est, il a eu la chance de venir faire une présentation à une soirée d'humour à Station 4 Saisons à Hammond, dans l'Est ontarien. Il est venu présenter, suite au concours, son numéro, qui d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il était encore meilleur, donc il y avait une évolution. Je suis d'accord. Et moi, je suis papa, et puis je rêve d'avoir un projet comme ça avec mes enfants où c'est quelque chose qui me passionne, veux pas. Veux pas, il y a un petit côté, le fun, que mon gars aime ça. Là. Puis je te voyais, tu étais en haut, dans la galerie, avec ton téléphone, et j'ai pris une photo, mais elle n'était pas très bonne. Je ne l'ai pas envoyée, je pense, ou peut-être que j'en ai envoyé. Puis tu es juste là, tu le filmes, puis la joie de papa dans ta face... Je veux vivre ça avec mes enfants à un moment donné, la fierté. En tout cas, j'ai vu. Fait que oui, ton garçon était bon sur scène, mais moi, j'ai connecté avec le papa fier qui est en haut. Vraiment, vraiment sharp. Ben merci. Puis c'est effectivement le cas. Tu sais, en tant que parent, tu espères de vivre un moment comme ça. Puis là, je suis dedans avec mon pré-ado, mon ado, tu sais. Puis là... tu le vis, puis tu veux t'assurer de ne pas imposer ton rêve à ton enfant. Tu veux que lui aussi le vive de son côté. Puis, mais en même temps, tu as des guides. Oui, il faut. Tu peux l'empêcher de tomber en bas de la wagon, là où toi, tu as pu avoir tombé. Tu as cette expérience-là pour peut-être le protéger un petit peu. C'est ça, exactement. Le laisser grandir. C'est en plein ça. Puis, c'est difficile à mettre en mots, mais tu as absolument raison. Je le sais que je suis privilégié par rapport à ça. Puis, ça me donne la chance de dire à ton enfant, je suis fier, tu sais. Tu as travaillé fort, puis l'effort amène au succès, tu sais. Puis ça, j'aurais beau y dire assis dans sa chambre, puis tu sais, fiston, la vie, non, là, on est dedans, puis il comprend. De toute façon, ce genre de discours-là, entre père et fils, ça fonctionne pas toujours. Non. Tu mets juste vivre le moment avec. Ou tu payes quelqu'un d'autre. C'est ça. Ou tu payes quelqu'un d'autre pour qu'il ait passé le message. Là, ça passe toujours mieux par un étranger avec ses enfants. Fait que oui, effectivement, c'est un plaisir. Retourner sur scène en tant qu'humoriste, oui ou non un jour? Est-ce que c'est quelque chose que qui te vient en tête? La réponse aujourd'hui, c'est non, mais l'écriture, oui. Ouais. Fait que j'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup de script editing. J'ai la chance de retourner à mes vieilles amours. Donc ça, c'est un peu le 5e volet de mon entreprise là, par rapport à ça, qui est en développement aussi. Donc, pour l'instant, c'est le script editing. Ça fait quand même 15-20 ans que, tu sais. Puis, mais, en ce moment-là, je suis là pour ça. Pat, passionnant. Merci. Je suis vraiment content qu'on ait jasé. Merci. Pour moi, c'est un petit cadeau que je me suis fait parce que j'ai pas eu la chance souvent de te parler comme ça. Je pense qu'on en a appris beaucoup. Puis, tu vas continuer à inspirer des gens parce que je peux même pas nommer le nombre de gens que tu as inspirés dans ton... Pas dans ta vie, parce que c'est en plein processus, mais dans ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Puis je sais juste que ça va continuer avec ce que tu développes en ce moment. Merci beaucoup, Pat. Merci à toi. Merci d'avoir écouté la convo jusqu'à la fin. Ça veut sûrement dire que la conversation que je viens de vous présenter était pertinente et intéressante. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Buzz Fortin. Merci encore d'avoir été à l'écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.